comment construire ou comment se construire un attachement sécure. Alors de quoi va-t-on parler? L'attachement, d'abord, il faut le définir, c'est-à-dire que c'est une attirance, un allant un élan vers l'autre, mais cet attachement, il y a 2 pôles à la ficelle qui attachent, il y a 2 pôles, c'est un élan vers l'autre et c'est un retour de l'autre qui nous attache, qui permet l'attachement ou freine l'attachement. C'est-à-dire que l'attachement est dit sécure quand les 2 pôles fonctionnent ensemble de manière cohérente. Donc moi j'ai proposé la métaphore du tissage du lien, ce qui est du classique, mais aussi du tricotage du lien pour bien dire que cet attachement sécure se tricote geste à geste, mot à mot, au cours de la vie quotidienne. C'est donc très différent, c'est même radicalement différent de l'amour qui est hyper conscient, qui est brûlant. Et alors que l'attachement, c'est tellement quotidien qu'on ne s'en rend pas compte, ou plutôt qu'on ne s'en rend compte que lorsqu'il vient à manquer. Alors, cette attirance vers l'autre, s'il n'y a pas d'autre, eh bien, il n'y a pas de lien d'attachement. Et dans ce cas-là, tous les développements s'arrêtent et on a une mort psychique qui précède la mort physique. Mais une fois que le lien commence à se tisser, de manière préverbale, tout à l'heure je reprendrai ça provoque un sentiment de confort, de sécurité, qui invite à l'exploration du monde. Donc on ne peut explorer le monde que si auparavant on est attaché et on ne peut apprendre à parler que si auparavant on a une figure d'attachement et à l'école on ne peut éprouver le plaisir d'apprendre que si auparavant on a tissé un attachement sécure qui nous a donné confiance en soi, estime de soi et qui nous donne le plaisir d'apprendre à l'école. Donc ça, je le souligne parce que les 2 sont associés. On ne peut explorer que si on est attaché, et si on n'est pas attaché, on augmente ses activités auto-centrées, on se balance, et si on tourne sur soi-même, comme le font les enfants abandonnés, et si en cas d'émotion intense, on s'auto-agresse. Donc, il n'y a pas de causalité linéaire, puisque le lien d'attachement se tisse selon la réponse de la figure d'attachement principale, notre mère, figure d'attachement secondaire, notre père, notre grande sœur, le chien de la famille, les puéricultrices, le métier de la petite enfance. Donc c'est un système évolutif, puisqu'il dure tant que dure la vie, et c'est un système interactif qui dépend beaucoup des réactions des autres. Donc ce mode de raisonnement d'attachement est totalement, radicalement opposé au fixisme, c'est-à-dire au XIXe siècle, à l'occasion de Darwin, on opposait l'évolution et le fixisme. Le fixisme, c'est « dites-moi la vérité ». Alors que dans l'attachement, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain, puisque c'est une évolution constante qui dépend de notre développement et qui dépend des réactions de l'environnement. Alors, on sait que cet attachement-là, c'est une aventure qui a commencé en 1947 avec René Spitz et Anna Freud, la fille de Freud, qui avaient monté qui avaient des nurseries à Hampstead, dans la banlieue proche de Londres, au moment des bombardements de Londres. Et ils avaient constaté que les enfants, même sains, étaient très altérés quand ils étaient privés d'altérité, quand ils étaient privés de bases de sécurité. Dans les années 60, l'éthologie animale, avec Harlow, a montré qu'un petit macaque expérimentalement isolé augmentait ses activités autocentrées, mais que, quand on lui proposait des substituts d'altérité, d'autres petits singes, d'autres adultes, on voyait disparaître ces activités autocentrées. Ça a été une des premières évaluations et repères objectifs de la fonction de l'attachement sécure. En 1950, Bowlby fonde la théorie, et à partir de 90, Michael Rutter
montre que et lance la démarche expérimentale en psychologie, en biologie et en sociologie. Alors, ça veut dire que on peut évaluer. Alors là, je rentre dans l'évaluation statistique de l'attachement sécure. Il y a donc l'évaluation clinique que je viens de rappeler, comportement autocentré qui diminue quand il y a une figure d'attachement, comportement autocentré, balancement, auto-agression quand il y a une perte de figure d'attachement. Mais grâce à Mary Ainsworth, qui est une élève de Bowlby, on peut faire maintenant une situation standardisée qui est faite par tous les laboratoires. Et cette situation standardisée, c'est la strange situation, qui a été traduit par situation étrange, et c'est pas tout à fait ça. Ces situations strange en anglais, c'est pas tout à fait étrange, c'est odd en anglais, étrange. Strange situation, c'est situation inconnue. On devrait traduire par... Bon, ben ça, on a traduit par strange situation, on va continuer comme ça. Alors, le bébé est en présence de sa mère. Puis arrive, tous les deux, ils ont une interaction. Puis arrive une figure étrangère, une femme étrangère. Hop, le bébé se rapproche de sa mère et observe la femme étrangère. Puis la mère s'arrange pour partir et laisser le bébé seul en présence de cette figure étrangère. Donc là, cette figure étrangère n'est pas une base de sécurité, il ne la connaît pas. Et alors, à ce moment-là, on voit qu'il est paniqué, il pleure, il se dirige vers la porte, et la mère revient, et on observe le rebond d'attachement du bébé. Mais le rebond est différent selon les bébés. Certains bébés se jettent dans leur mère, se serrent contre elle, et on refait la même série d'observations pour voir ce qui est mis en mémoire. On fait 2 cycles analogues à celui que je viens de décrire, et on voit que le bébé, à chaque fois, bondit s'approche de sa mère, puisque l'attachement c'est un élan vers, il s'approche de sa mère et il se sécurise contre elle, et puis il bavarde, et puis il montre du doigt, il se débrouille. En revanche, ça permet de définir 75%, 70% de tous les bébés, quelle que soit la culture, quand ils ont autour d'eux une niche sensorielle stable, avec des figures d'attachement stables qu'on peut familiariser, eh bien, on constate que ces bébés ont acquis un attachement sécure. Alors, je pense que déjà, dès maintenant, il faut que je distingue pourquoi on dit attachement sécure et qu'on différencie l'attachement sécure de l'attachement sécurisé. Dans l'attachement sécurisé, moi, bébé, j'ai besoin que ma figure d'attachement soit là, près de moi, contre moi, pour que je sois sécurisé. Alors que dans l'attachement sécure, ma mère, ma figure d'attachement, ma mère, son substitut, ma grand-mère, mon père, la figure d'attachement stable, c'est imprégné dans ma mémoire. Et même si la figure d'attachement s'en va, elle reste là dans ma mémoire, elle reste là dans le style affectif que j'ai acquis. Et ça, c'est l'attachement sécure. Elle peut partir, je reste sécure. Alors que dans l'attachement sécurisé, si elle part, je suis angoissé, je suis sécurisé si elle est là. Donc finalement, c'est très différent. C'est pour ça qu'on a gardé l'anglicisme qui maintenant est rentré dans la langue française, puisque je l'ai lu l'autre jour dans un article avec un accent. Alors ça, s'il y a un accent, c'est la langue française. L'attachement sécure. Il est nationalisé français. Donc, ces situations standardisées permettent donc d'évaluer l'effet clinique des comportements parentaux. Quand j'entends dire parfois que dans les théories de l'attachement n'ont pas de retombées cliniques, eh bien je vais commencer par en citer une tout de suite. Il y a un stéréotype qui dit, en France, hein, ou en Allemagne, en Europe, il y a un stéréotype qui dit quand un bébé pleure, il ne faut pas le prendre dans les bras parce que ça va le rendre capricieux. C'est un stéréotype que j'ai souvent entendu. Eh bien, les théories de l'attachement proposent une méthode expérimentale et évaluable pour évaluer
la pertinence de cette question. Mary Ainsworth, donc avec son équipe, constate que le jour de la naissance, il y a des bébés qui pleurent peu et des bébés qui pleurent beaucoup. Donc elle note le nombre de pleurs pendant la première heure. Et puis elle constate une courbe pour tous les bébés, pleureurs, beaucoup pleureurs ou peu pleureurs. Elle constate une descente des pleurs vers le 6e mois, vers le 4e, 6e mois, et une remontée des pleurs vers le 6e, 8e mois. Sauf que elle a fait deux populations. Une population d'enfants qu'on a laissé pleurer parce que le stéréotype disait « faut pas prendre un bébé qui pleure dans les bras, ça va le rendre capricieux », donc ils ont laissé pleurer, et au contraire, une autre population de bébés qui ont été secourus dès qu'ils commençaient à pleurer. Et elle constate, avec son équipe, que tous les bébés ont la même courbe, et la courbe qui descend vers le 4e, 6e mois et qui remonte vers le 6e mois, 8e mois, sauf que les bébés qui ont été secourus au cours du premier trimestre pleurent beaucoup moins, remontent très peu la courbe de leurs pleurs au cours du 3e trimestre, alors que les bébés qu'on a laissés pleurer remontent énormément leurs pleurs au cours du 3e trimestre. Conclusion démontrer, évaluer, prendre le bébé dans les bras au premier trimestre, ça imprègne dans sa mémoire biologique un sentiment de sécurité qui fait que lorsqu'au 3e trimestre, il va avoir l'angoisse de l'étranger, c'est-à-dire qu'il devient capable de faire la différence entre les gens de sa famille et les gens qui ne sont pas de sa famille, eh bien ce bébé-là, ayant acquis au cours du premier trimestre un sentiment de sécurité, va se blottir contre sa mère si elle est là et observer les étrangers pour essayer de voir ce que lui veulent ces gens-là. Donc, on a une preuve expérimentale et évaluée qu'il faut prendre les bébés dans les bras au premier trimestre.